La photo en noir et blanc est posée sur la table en fer forgé. Deux hommes devant une maison coloniale à Ziguinchor. L'un, c'est son père. L'autre, un inconnu qui porte le visage de son mari. Aïcha attend. Son père est assis en face d'elle, les mains sur son chapelet, le thé fumant entre eux. Il ne la regarde pas. Il regarde la photo comme on regarde une tombe qu'on a creusée soi-même. Elle pose une question, une seule. Qui est Idrissa? Mais revenons à ce matin de novembre. Dakar, le soleil diffusait une lumière dorée. Aïcha ajustait son voile blanc brodé de fils d'or, celui de sa grand-mère. Malik l'attendait sous la tonnelle de jasmin, le regard posé sur elle comme si le monde avait disparu. Le griot entonna le chant des alliances. Les invités crièrent Endox. Sa mère pleurait. Son père hochait la tête avec une fierté silencieuse. Mais ses mains, Aïcha ne les vit pas. Ses mains serraient le bras du fauteuil comme on serre une rame en plein naufrage. Le repas fut somptueux. Thieboudienne, bissap frais, des gâteaux au lait de coco. Malik riait avec ses cousins. Aïcha se sentait femme aimée, choisie, célébrée. Elle ne savait pas encore que ce bonheur était une pièce de théâtre, que les acteurs jouaient leur rôle, que le metteur en scène, c'était le silence. Dans la voiture vers Ngor, il prit sa main. « Tu es belle comme la mer ce soir. » Chez eux, elle ouvrit le carnet rouge, celui où chaque union familiale était notée depuis 1947. Elle inscrivit leurs noms en lettres noires, Aïcha et Malik. 12 novembre 2025. Une goutte de cadia sur la page, pour que l'histoire sente bon, même dans 100 ans. Elle dormit paisiblement contre lui. Le cauchemar n'avait pas encore commencé. Le premier signal vint un dimanche matin, 3 semaines après le mariage. Le téléphone de Malik vibra sur l'étagère. Maman. 3 appels en 10 minutes. Puis un message vocal, avec une voix tendue. Rappelle-moi. C'est important. Malik était sous la douche. Aïcha hésita, puis appela. Sa mère parla du prix du riz, du nouveau voisin, de la fête de la semaine. Rien d'urgent. Mais ces silences duraient plus longtemps que ces phrases. Et quand elle dit Ziguinchor, un mot murmuré, presque avalé, Aïcha sentit quelque chose gripper dans sa poitrine. Un nom qu'elle n'avait jamais entendu chez elle. Jamais. Quelques jours plus tard, cherchant un reçu dans le bureau de Malik, elle trouva l'enveloppe jaunie. Une photo en noir et blanc. 2 jeunes hommes devant une maison coloniale au toit de tôle rouillée. Un baobab dans le fond. L'un portait un boubou rayé blanc et indigo. L'autre, une chemise à col ouvert. Ce dernier ressemblait trait pour trait à Malik. Pas vaguement. Exactement, avec la même fossette. L'autre, c'était son père. 25 ans plus jeune, les épaules moins voûtées, mais les yeux identiques. Elle retourna la photo. Au dos, Abdoulaye et Idrissa. Juillet 1987. Idrissa. Le même prénom que le deuxième prénom de Malik. Malik Idrissa D. Elle n'avait jamais posé la question. Personne ne posait ce genre de demande. On ne fouille pas les prénoms comme on fouille les poches. Sa mère, interrogée, posa sa cuillère. Regarda ailleurs. C'était un ami d'enfance. Rien de plus. Mais ses mains tremblaient en servant le thé, et celui-ci déborda du verre sans qu'elle ne remarque. Aïcha fouilla les archives en ligne. Acte de naissance, Malik Idrissa D né à Ziguinchor. Le père, Idrissa D la mère, Fatou D le même nom que sa grand-tante paternelle. Trop de coïncidences commençaient à s'aligner comme des dominos sur le point de tomber. Elle se rendit à la mosquée de Médina, attendit son père sous le grand fromager. Quand il la vit, son visage perdit 2 couleurs d'un coup. Il ne dit rien et se contenta de serrer le chapelet. Ce mot, Ziguinchor, c'était une clé, et cette clé ouvrait une porte que toute la famille avait scellée. Elle choisit un matin sans soleil. Son père était sur la véranda, le thé fumant, les yeux perdus dans le jardin. Elle posa la photo sur la table en fer forgé. Il ne la regarda pas, mais ses doigts cessèrent de tourner le chapelet. Qui est Idrissa? Sa voix était étrangement calme, celle d'une femme qui a déjà deviné la réponse mais qui a besoin de l'entendre pour que le sol se fissure officiellement. Il ferma les yeux. Une ride profonde se creusa entre ses sourcils. Quand il parla, ce fut d'une voix rouillée par 20 ans de silence. Mon frère. Mon demi-frère. Le fils de mon père et de Fatou D. Et Malik? Il la fixa enfin. Dans ses yeux, pas de la honte. Une douleur ancienne, usée par le temps, comme une pierre que la rivière n'arrive plus à polir. Malik est le fils d'Idrissa. Ton cousin. Le mot tomba comme un toit qui s'effondre dans une maison où l'on dormait. Elle revit leurs mains entrelacées pendant la cérémonie. Ses lèvres sur les siennes. La manière dont il appelait son père beau-père, ce mot aussi.
Beau-père, pas oncle. Elle revit le carnet rouge. La page où elle avait écrit Aïcha et Malik. La goutte de Kadia. Tout cela était contaminé, rétroactivement pourri. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce qu'on croyait que le passé resterait enterré. Idrissa est parti jeune, ta grand-mère a effacé son nom des registres. On voulait également te protéger. Me protéger de quoi? De la vérité? Il baissa la tête. Elle comprit que ce n'était pas un secret familial, c'était une stratégie de survie. Et les stratégies de survie ne protègent personne. Elles retardent juste l'effondrement. Elle ouvrit l'ordinateur. Et papa, mariage entre cousins au Sénégal. Légal. Mais une phrase la glaça. Interdit si lien de parenté est caché par fraude. Le mot fraude, pas une erreur, ni un oubli. Fraude, elle ferma les yeux. La pièce tourna. Pas à cause de la loi, mais à cause de ce qui se brisait en elle, la certitude que leur amour était libre. Dehors, la pluie tomba. Elle resta assise jusqu'à l'aube, pas en prière, en attente de jugement, mais le jugement vint d'une direction qu'elle n'avait pas prévue. Le lendemain, elle fouilla le bureau de Malik, pour comprendre et non chercher des preuves, afin de trouver un indice que lui aussi avait été trompé. Au fond du tiroir, elle trouva un second carnet noir, en cuir usé, fermé par un élastique. Elle l'ouvrit. L'écriture de Malik, précise et méthodique. Elle trouva une liste avec des noms, des dates et des lieux. Abdoulaye D, né en 1960 à Dakar. Idrissa D, né en 1963 à Ziguinchor. Même père et mère différentes. Idrissa, décédé en 1990. Son fils, Malik, né en 1988. Et en face du nom de Malik, une annotation à l'encre rouge. La cousine Aïcha, la fille d'Abdoulaye. Elle tourna la page. Une lettre jamais envoyée, adressée à son père, 2 mois avant le mariage. Dans laquelle Malik écrivait qu'il savait, et qu'il l'aimait quand même. Qu'il préférait le silence à la perte. Qu'il choisirait elle plutôt que la vérité. Qu'il demandait à Abdoulaye de garder le secret lui aussi. 2 gardiens, un même mensonge. Elle referma le carnet noir. Ses mains ne tremblaient pas, c'était pire, elles étaient parfaitement immobiles. Comme celles d'un chirurgien qui découvre que la maladie est exactement là où il craignait qu'elle soit. Elle comprit la scène du mariage, le père qui serrait le fauteuil. Pas de honte, de la peur. Il savait que Malik était au courant. Les 2 hommes s'étaient regardés sous la tonnelle de jasmin et s'étaient compris. Et Aïcha, la mariée voilée de blanc, marchait entre eux sans savoir qu'elle était le centre d'un mensonge à 2 têtes. Elle prit le carnet noir et descendit les escaliers. Au salon du dimanche, tout le monde était là pour le thé. Tante Mariam, oncle Bassirou, les cousins, la voisine Fatou. Malik servait le bissap, sourire aux lèvres, hôte parfait. Elle entra et posa le carnet noir sur la table basse. Ouvert, à la page, à l'annotation rouge. Le silence tomba comme une hache. Tante Mariam lut, son verre tomba. Oncle Bassirou se leva. La voisine Fatou regarda Malik, puis Aïcha, puis à nouveau Malik. Malik, quant à lui, fixa le carnet puis Aïcha. Son visage ne changea pas, ce fut pire que de la colère. Ce fut du calme, le calme d'un homme coincé, qui a toujours su qu'il serait pris, et qui a quand même choisi de jouer. Il dit un seul mot. Oui. La famille se retira. Les tantes fermèrent les portes. Les cousins emmenèrent les enfants. Il restait Aïcha et Malik dans le salon, le carnet noir entre eux comme un cadavre sur la table d'autopsie. Le ventilateur tournait, le bissap tachait le tapis. Elle parla la première. Tu savais avant le mariage. Tu m'as laissé inscrire nos noms dans le carnet rouge. Tu m'as laissé verser la Kadia. Tu m'as laissé croire que nous étions libres. Malik ne nia rien. Il s'assit dans le fauteuil de son oncle Bassirou, comme un homme qui rentre chez lui-même dans la maison d'un autre. Il dit, « Je t'aime depuis le premier jour à l'université. J'ai découvert le lien de parenté en faisant des recherches pour préparer le dossier de mariage. J'ai choisi de ne rien dire, parce que si je te disais la vérité, tu partirais. Et je préférais te perdre plus tard que tout de suite. Chaque jour avec toi était un jour gagné sur la vérité. » Elle le regarda longtemps. Il n'y avait pas de haine. La haine, c'est ce qu'on ressent pour un ennemi. Malik n'était pas un ennemi. C'était pire. C'était l'homme qui avait transformé leur mariage en une pièce montée dont il était le seul à connaître la recette. Avec quelque chose de plus destructeur que la haine. De la clarté. Tu ne m'as pas choisi, Malik. Tu as choisi de me voler mon choix. Tu as décidé seul ce que je devais savoir. Tu as fait de moi une complice sans mon consentement. Il ne répondit pas. Il baissa les yeux. Il n'y avait aucune larme. Aucune défense. Juste le silence d'un homme qui sait que son calcul a échoué. Aïcha se leva. Prit le carnet rouge sur l'étagère.
celui où elle avait écrit Aïcha et Malik, 12 novembre 2025. La goutte de Kadia avait séché. Elle le posa à côté du carnet noir. 2 carnets. 2 versions de la même histoire. L'une sentait bon. L'autre sentait le fer et le silence. Elle dit, je ne suis pas ta cousine. Je suis la femme à qui tu as menti. Et ça, c'est pire. Elle ne quitta pas l'appartement ce soir-là. Elle ne resta pas non plus. Elle prit une décision que personne n'attendait. Elle rouvrit le carnet rouge. À la dernière page, sous leur nom, elle écrivit en lettres noires, « Vérité révélée, 14 janvier 2026 ». Puis elle appela son père. Pas pour le maudire, mais pour lui dire, « Tu as enterré un frère. Tu as enterré une vérité. Maintenant, nous enterrons le silence ». Le lendemain, elle se rendit au registre civil. Demanda la mise à jour de l'arbre généalogique familial. Le fonctionnaire la regarda. « Personne ne fait ça. » Elle répondit, « C'est justement pour ça que je le fais. » Elle remplit chaque case, tous les noms que la grand-mère avait effacés, un par un. Lentement, comme on reconstruit un mur pierre par pierre après un tremblement de terre. Le carnet rouge resta à côté du carnet noir sur une petite table, mais la page de novembre sentait maintenant le fer sous le cadia. 2 odeurs. 2 vérités, celle qu'on veut croire, et celle qui reste quand l'autre s'efface. Si cette histoire vous a serré le cœur, c'est qu'elle vous appartient aussi. Sans doute qu'un carnet rouge dort sur une étagère dans votre famille, ou qu'un carnet noir attend dans un tiroir quelque part. Inscrivez votre vérité dans les commentaires. Et si vous voulez entendre d'autres histoires que le silence a presque détruit, restez. La prochaine est pire. Si cette histoire t'a touché et serré le cœur, c'est qu'elle t'appartient aussi. Écris simplement en commentaire, je choisis la vérité. Pas pour moi, pour celle qui lit ces mots en retenant son souffle, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Like et partage cette vidéo à une personne de ta famille à qui tu dois dire quelque chose. Pas un reproche, juste une vérité. Le vrai drame n'est pas le sang. C'est le mensonge. La vraie trahison n'est pas l'amour. C'est le vol du choix. Parce qu'en Afrique, nos racines ne meurent pas, mais elles ne portent de fruits que lorsqu'on cesse de les enterrer. N'oublie pas d'indiquer de quel pays tu regardes cette vidéo.